présentation à deux voix avec Richard. Donc, Pascal nous a demandé de venir vous parler de notre aventure qu'on vit depuis 2008 sur une formation professionnelle continue que nous avons conduit à l'INSEP, que nous conduisons à l'INSEP avec Richard. Et donc, cette présentation, on va vous la faire en deux temps. Je vais présenter l'accompagnement et vous montrer comment on intègre la notion d'accompagnement à l'intérieur du projet de la formation professionnelle continue des cadres. Et Richard vous mettra le focus sur l'accompagnement comme intégré dans le processus pédagogique de la formation professionnelle. Alors. Donc, cette aventure, alors, je ne sais pas si vous avez vu sur le premier slide, il y avait une photo dans un bateau. C'est notre première promotion à Antibes, un des stages qu'on avait pu faire. On partait un peu à l'aventure. Il n'y avait pas un clin d'œil par rapport à l'ENV, c'était sans le savoir. Mais bon, c'était un bateau. Donc, c'est une aventure qu'on a vécue avec 12 collègues. J'allais dire stagiaires, c'est plus que des stagiaires, parce que ce sont tous des professionnels, qui a été déclenchée par... il y a une origine à cette formation. Première chose, il y a eu une volonté politique. Alors, ceux qui ont pu assister au lancement de la campagne de Pékin ont dû entendre le ministre parler de l'époque, donc Laporte, a parlé de l'idée de mettre en place un institut du coaching. C'était ça l'idée. Et d'ailleurs, Thierry Maudet, qui était le directeur de l'INSEP à l'époque, est tombé de la chaise parce que cet institut devait se situer à l'INSEP. Or, même le directeur général de l'époque n'était pas informé de cette intention. En tout cas, on a saisi la balle au bond et on a essayé de réfléchir cette idée, d'autant que cette idée faisait écho avec une pratique qu'on avait initiée depuis 2005. Comment vous dire ça ? 2005, c'est un ministre précédent qui publie une instruction en demandant, en chargeant l'INSEP, en mettant la maîtrise d'œuvre à l'INSEP, de former les DTN et les entraîneurs nationaux. L'inquiétude du moment, c'était, vous savez, le départ à la retraite des générations d'après-guerre, et donc une déperdition importante de l'expertise, on va dire, du sport de haut niveau, qui inquiétait terriblement nos gouvernants. Et donc, quand on a mis en place cette formation, on l'a mise en place en réfléchissant ensemble avec des collègues d'établissements, de fédérations. On a réfléchi ensemble sur comment faire revenir en formation une population, entre guillemets, qui était marquée comme absente de tout ce qui était organisé en termes de formation professionnelle institutionnalisée, bien évidemment. Et donc, quand on a créé ce groupe de réflexion et d'action, on a cherché à la qualifier, à qualifier notre équipe, et on avait utilisé le mot d'accompagnateur, d'où le QA, qui était le terme, le sigle qu'on utilisait à l'époque. Donc, convergence entre ce qui se passait déjà dans l'Institut, une volonté politique. Alors, l'Institut du coaching, on s'est dit, ça c'est, une volonté politique, les ministres passent, on verra. Par contre, ça nous donne, il nous a semblé pertinent de s'interroger à former l'encadrement à la posture d'accompagnement comme étant un des axes de développement pour le sport de haut niveau. Et donc, de ça, on a décidé ou mis en place une formation qui est devenue, après son démarrage, l'executive master accompagnateur dont on va vous parler maintenant. Nous avons commencé en 2009. En septembre 2009, et vous voyez, ça a été validé que, on va dire qu'on a commencé l'action en faisant valider par nos instances d'établissement, que 6 mois ou 9 mois même après cette formation. Alors, qu'est-ce qui caractérise notre MA ? Donc, première chose, c'est que on a fait. Ça, j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Franck qui utilisait une expression qui nous va bien.
on a construit le MA en faisant. C'est-à-dire qu'on a démarré, on est parti, ça devait être normalement l'option 2 du diplôme de l'INSEP qui était notre support derrière. Or, on est arrivé à tout à fait autre chose. Et le chemin nous a aidés à mieux voir et mieux clarifier ce que serait cette formation. Les stagiaires étaient OK sur cette, sur cette stratégie, c'est-à-dire de s'embarquer dans un bateau sans forcément tout de suite savoir vers où et par où on passait. En tous les cas, on savait qu'on était dans le champ de rendre les hommes et les femmes du sport de haut niveau plus attentifs à la relation à l'autre dans l'activité du quotidien. Alors, quand on a fait ça, on a aussi eu on a saisi l'opportunité plutôt d'accompagner, de saisir grâce au nouveau statut de l'établissement de l'INSEP qui est passé EPSCP avec la possibilité de définir eux-mêmes, on définit nous-mêmes nos diplômes comme nous le souhaitons, alors qu'avant, quand on parlait du diplôme de l'INSEP, en fin de compte, je crois d'entre vous qui ont le diplôme, je sais qu'il y en a au moins un là, le diplôme était décerné par le directeur des sports et non pas par le directeur général de l'établissement. Et donc, nous avons fait le choix de positionner cet Executive Master dans le champ de la formation professionnelle continue. Je vais vous expliquer comment ça s'illustre ce choix-là. Donc on s'est référé à ce que pratiquent les grandes écoles. Et quand vous regardez, vous verrez que tout ce qui est de l'ordre de la formation professionnelle continue, les termes sont plutôt Executive Master, certificat de compétences. Donc nous, on a choisi ce titre pour bien marquer qu'on se citait dans ça. À titre juste, en même temps que se construisaient les Executive Masters, au sein de l'établissement, il y avait le master qui se construisait, vous savez, dans le cadre d'une masterisation professorat de sport, où la direction des sports avait demandé à l'établissement de se positionner pour mettre en place une formation qui pouvait faire accéder à ce concours. Et clairement, le master est situé sur la formation initiale et les Executive Masters sont situés sur la formation professionnelle continue. Autre élément qui situe bien la FPC à ce niveau-là, on a mis une règle pour postuler à l'entrée en Executive Master de 10 années de pratique professionnelle. Donc on a depuis à chaque fois refusé certaines candidatures parce qu'il manquait cette annuité. Alors, c'est pas pour 10 ans, hein. C'est surtout qu'on partage, je pense, avec Richard et avec les collègues qui travaillent avec nous, on partage l'idée que l'accompagnement, c'est quelque chose qui peut se développer, cette posture peut certainement se développer à partir d'une pratique réelle de responsabilité au sein de nos institutions. Et puis, donc, le troisième élément qui explicite ce positionnement-là aussi, c'est qu'on avait des professionnels qui étaient impliqués dans des projets en relation avec la performance. C'est-à-dire qu'on a fait le choix de dire, on ne va pas former des accompagnateurs, on va former des entraîneurs, on va former des cadres qui travaillent déjà dans le sport, et dans le sport de haut niveau tout particulièrement, qui connaissent ce contexte-là, et qui, de par cette expertise, vont redévelopper ou améliorer leurs compétences dans le domaine de la relation. C'est ce choix-là qu'on a fait de façon très, très marquée. Alors, tout ça, ça nous a amené à un challenge à travers la formation. Les formations, il y a déjà eu 2 promotions qui ont fait, et Richard vient de redémarrer la 3e la semaine dernière, je crois. Donc, le challenge de l'apprentissage c'était qu'il fallait qu'on garde une certaine stabilité, ou que nos stagiaires aient une certaine stabilité, parce qu'ils étaient toujours opérationnels dans leur quotidien avec des charges et des responsabilités importantes. Certains, la première promo se plaît à dire qu'ils ont à eux 12, 4 médailles aux Jeux Olympiques de Londres, de 2012. Donc on avait la nécessité de les déstabiliser sans trop les déstabiliser, parce qu'il fallait qu'ils soient à même de produire de la performance tout le temps. Et de l'autre côté, la tension, c'était aussi de les transformer, en tous les cas c'est la prétention, ou de développer de nouvelles compétences dans le contexte professionnel, en fin de cursus, pour pouvoir éventuellement, et certains vont aller vers ça ou s'orientent progressivement vers ça,
évoluer dans leur mission professionnelle actuelle ou du moment de formation pour aller vers d'autres choses. Donc c'est cette tension-là qui était importante pour nous. Alors, j'aimerais ensuite dernier slide avant de passer la parole à Richard, vous dire aussi que ce qui caractérise cet Executive Master et ce qu'on fait d'une façon générale sur la FPC au sein du département que je pilote, j'essaie toujours de travailler globalement. Je veux dire, l'EMA, il n'est pas déconnecté de plein d'autres choses. Il y a une cohérence d'ensemble que je vais essayer de vous exprimer à travers ce slide. Le M1, c'est une action qu'on mène pour l'accompagnement, mais ce n'est pas la seule. Peut-être certains ont vu passer des éléments sur ça, ou en tous les cas, ce sigle peut dire quelque chose à certains. En tous les cas, il y avait depuis 3-4 ans des groupes ressources qui ont été initiés par l'établissement et dans lequel il y avait un groupe ressources accompagnement. Donc, en même temps qu'il y avait l'EMA, il y avait ce groupe ressources accompagnement dont 3 cadres qui sont issus de la première promo fonctionnaient. Ce groupe ressources avait donc comme objectif de travailler sur cette notion d'accompagnement et de voir comment le développer au sein du sport de haut niveau. Donc un de nos premiers temps de travail dans ce groupe a été de réfléchir ou de proposer une vision partagée de la notion d'accompagnement, puisqu'on venait d'horizons différents. Le groupe était composé donc de collègues qui étaient issus de l'EMA. Il était constitué, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent ou participaient même au réseau. Je ne sais plus, Gilles, si tu étais dans ce réseau. Donc il y avait un réseau des coachs du ministère qui fonctionnait, qui entre autres, peut-être certains ont pu bénéficier de leur accompagnement, puisqu'ils interviennent sur les formations statutaires, soit des profs de sport, soit des CTPS. Donc c'était des collègues qui ont été formés à l'époque où le Krebs de Mâcon pilotait les formations initiales. Donc on a regroupé 2 collègues issus de ce groupe-là, et puis on avait regroupé dans ce groupe-là, dans le GRAC aussi, des personnes qui, par des initiatives personnelles ou au sein de leur fédération, travaillaient sur cette notion qu'on appelait plus clairement coaching qu'accompagnement. Donc c'est ce groupe-là qui s'est réuni et qui a essayé qui travaille, qui continue à travailler d'ailleurs sur ce secteur-là. Je vais vous faire voir comment on est arrivé à caractériser l'accompagnement. Alors pour nous, être accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau, c'est être en relation avec des cadres du sport de haut niveau ou des acteurs. On utilise peut-être davantage maintenant le terme d'acteur que de cadre, parce que si c'est principalement l'encadrement dont on s'occupe, il peut arriver aussi que s'occupant de la situation globale, les athlètes soient concernés dans ça. En tous les cas, c'est une relation qui est établie entre les deux. Et cette relation, elle a pour cible la performance de haut niveau. On se caractérise sur le sport de haut niveau, c'est notre choix. Et quand on a ce groupe a fonctionné et a demandé à des experts qui sont dans le monde du coaching de venir donner leur avis sur nos choix, ces différentes personnes nous ont tous encouragés à rester dans notre spécificité. C'est-à-dire ne pas rentrer le coaching d'une façon globale, mais d'être là où on est dans un contexte très particulier. Et ça, donc, ça, on y tient particulièrement. C'est pour ça que vous le revoyez noté ici. Donc nous, dans la notion d'accompagnement, ça correspond à plusieurs postures. C'est-à-dire qu'on ne fait pas le choix de dire « je suis coach ». C'est pour ça qu'on n'utilise pas ce terme, sans compter que ce terme, dans le milieu sportif, vous savez combien il est ambigu. Puisque être coach, c'est aussi, dans pas mal de sports, être l'entraîneur. Donc voilà, même si l'entraîneur est coach. Donc c'est des paradoxes. Bon, et on a associé un certain nombre de terminologies qu'on peut entendre, dont on a parlé précédemment, ce qui peut passer par le mentorat, le conseil, le tutorat, etc. Et l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'en fin de compte, à travers le temps, dans la relation qui dure
une période de quelques mois, d'une année. C'est un curseur, en fin de compte, qui va amener que la relation elle soit plus axée sur du conseil, qu'elle soit plus axée sur du tutorat ou plus sur du coaching. En fonction du problème et des objectifs à gérer, on est sur ça. Donc ça, c'est le modèle sur lequel on s'est mis OK sur l'ensemble du groupe. C'est la vision partagée. Et cette vision partagée nous amène à produire quelque chose. Donc on est en cours de construction du label d'accompagnateur des acteurs du sport de haut niveau. Donc en fin de compte, l'idée de ça, c'est les athlètes ou l'encadrement du sport de haut niveau est très fortement sollicité par une multitude d'officines, de personnes, etc., qui sont coachs, qui sont divers noms variés, etc. Et notre idée, elle est de dire, on publie une liste de gens dont l'institution serait garante de l'éthique, de la déontologie, au regard de la vision partagée du sport, de l'accompagnement, et donc qui aiderait à faire appel à des gens qui sont labellisés. Donc ça, c'était pour vous faire part d'une première façon dont l'accompagnement n'est pas travaillé seulement qu'en termes de formation, elle est aussi travaillée en termes d'objectifs sur l'établissement. Et on a aussi comme mission de promouvoir l'accompagnement. Je ne sais pas si l'école a pu en bénéficier, mais déjà avant que la mission Grand INSEP nouvelle se mette en place, il y a des actions de sensibilisation à l'écoute qui ont été faites. Donc l'idée, c'est de développer des savoir-faire auprès des professionnels dans nos écoles, dans les fédérations, dans les établissements, de développer cette expertise de la relation à l'autre, parce que nos métiers sont fondamentalement sur cette dimension. Et enfin, pour terminer, vous dire que l'accompagnement, c'est une ligne pédagogique. Alors c'est Richard qui va vous l'expliquer en quoi c'est une ligne pédagogique. Mais je voulais vous illustrer aussi, c'est que dans le département sur la formation des cadres, il y a 3 autres executive masters qui existent. Chaque cadre qui est inscrit dans ce dispositif a un accompagnateur, un tuteur. C'est le mot que vous utilisiez ce matin. Nous, on reste sur la notion d'accompagnateur qui conduit et qui est chargé de suivre la personne dans son développement à travers les 18 mois de formation que représente l'EM. Et puis, c'est une petite cerise sur le gâteau. Je ne suis pas sûre que j'en avais la conscience au moment où ça s'est produit, mais je suis assez satisfaite d'être arrivée à faire voter un texte par un conseil d'administration après être passé par un conseil scientifique sur lequel le texte a voté sans qu'il y ait un programme ou un contenu de formation. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'on fait à la première session, à la deuxième session, à la 6e session, etc. Donc ça, j'en suis assez fière. Il faut bien de temps en temps s'auto-congratuler, parce que, ce sera mon mot de conclusion, on a beaucoup à travailler sur la tradition de ce qu'est l'éducation et la formation, et j'espère que par ce travail-là, on y contribue. Donc je voudrais que Richard enchaîne maintenant sur la dimension pédagogique qui est plus de son ressort. Merci Martine. Je poursuis sur ce que tu viens de dire Martine. Je pense que l'innovation de cette formation tient beaucoup au travail sur les processus émergents. D'où le dilemme qui se pose lors d'une formation, programme ou émergence, ou programme et émergence. Donc on a choisi les deux, bien sûr, mais disons que la base pédagogique se situe sur le processus émergent. Alors de quoi je parle? Voilà, donc on va voir ça. Tout d'abord, voilà, ok. Donc une formation à l'accompagnement accompagnatrice, c'est-à-dire que cette formation elle-même accompagne les stagiaires pendant 18 mois, presque 2 ans, du début à la fin et sous différentes formes. Et donc pour commencer, je tenais à vous présenter, alors nous aussi on a le triple A,
enfin c'est plutôt les 3 A. Accompagner, apprendre et adapter ou s'adapter. Et ensuite, j'ai pris un schéma que j'ai emprunté à Maëla Paul, que certains dans la salle, je crois, connaissent et apprécient. C'est une rencontre que j'ai faite initialement il y a 2 ans. Je cherchais quelqu'un qui, sur un plan épistémologique, ait une bonne assise. Et je l'ai rencontré et on s'est vraiment trouvé en termes d'approche et de regard et de vision sur l'accompagnement. Alors pourquoi je vous mets ce schéma-là? Alors c'est illisible bien entendu, donc je vais vous donner les grands titres de chaque bulle. Donc il y a au centre l'accompagnement, et l'accompagnement c'est le fond. C'est-à-dire c'est vraiment sur quoi s'appuient les différentes formes d'accompagnement. Et derrière, derrière plutôt avec, on va avoir plusieurs orientations qui peuvent se décliner soit sous la forme de tutorat, comme on l'a entendu, soit sous la forme d'un coaching, plutôt centré sur la personne, soit sous la forme d'un compagnonnage, d'un mentoring, d'un counseling, c'est-à-dire centré sur l'aide à la personne, d'un parrainage ou d'un sponsoring. Voilà. Je passe, si je veux satisfaire aux contraintes du temps. Et derrière, une vision donc, de l'apprenant. Alors, quel genre de vision? C'est une vision, on passe d'une culture, on l'a un petit peu vu hier, d'une culture de l'apprenant passif, d'un sujet passif, vers un apprenant professionnel qui est actif déjà en tant que professionnel. Et s'il est actif en tant que professionnel, c'est qu'il a développé aussi une expérience, enfin on peut le croire, une expertise et un savoir-faire qui peut-être mériterait d'être questionné et surtout sur lesquels on pourrait s'appuyer pour développer la formation. Ensuite, on passe de la vision de quelqu'un qui est carencé en connaissances, incompétent dans l'extrême, ou voire même qui peut avoir des problèmes. On passe de cette vision-là aujourd'hui à une vision d'un apprenant qui a un potentiel, qui mériterait d'être accompagné pour faciliter son développement. Donc un potentiel de compétences et de ressources. On passe d'une lecture de quelqu'un qui est en train de lire un savoir, des connaissances ou qui devient parfois savant, qui modélise, dans le sens péjoratif du terme de modélisation, bien sûr, des techniques, des outils, vers quelqu'un qui explore ses ressources, qui est donc en action, qui est en action sur lui-même et en action située, c'est-à-dire en action contextualisée, c'est-à-dire en relation avec un environnement. Et nous, on va questionner de façon globale, formateur, nous allons questionner les apprenants sur leurs ressources, mais leurs ressources situées aussi, situées en eux et situées en relation. Un sujet donc passe d'un sujet asservi à un sujet qui s'émancipe. Donc qu'est-ce qu'accompagner en formation? Je ne suis pas là pour vous dire quelle est la recette ou ce que c'est réellement. C'est plutôt l'idée de partager quelque chose et on peut partir sur l'épistémologie du mot. Ac comme panis. Panis, on peut le traduire de plusieurs façons, mais en tout cas par partage déjà. Et puis comme être avec, alors en général on réduit à avec, et puis ac vers. Donc derrière ça, l'idée c'est l'idée de relation. Être avec, c'est être en relation autour d'un projet, autour d'une problématique, autour d'un questionnement. Et on va ensemble vers ce questionnement, vers ce cheminement. Et bon, pour le côté un peu fun, je mets l'étymologie de panis sous la forme de pain et le com en co et ça devient copain. Alors c'est pas pour autant qu'on devient copain quand on accompagne, mais il y a la notion quand on a des copains, il y a la notion quand même de la valeur de la relation. On se fait des copains sur la base d'une relation. Voilà. Donc l'importance de la relation et du lien, parce que derrière relation, pour moi, il y a relecture et il y a aussi relier. Et vous verrez que dans
J'espère que je penserai à revenir dessus sur la notion de lien. C'est-à-dire de lien, pour moi, il y a une relation avec l'apprentissage. C'est-à-dire que quelqu'un qui apprend et qui intègre une expérience, hier j'ai bien entendu, c'est André Zettler, l'expérience, c'est quand même quelque chose qui est d'abord intégré, validé par une transformation et par un feedback. Et donc, on y viendra tout à l'heure. Donc le lien, et on sait aussi aujourd'hui en neurologie que ce que l'on comprend, c'est ce qu'on est capable de relier. Si je ne peux pas faire de lien entre des informations, je suis dans l'incompréhension. Et donc je n'ai pas accès à une transformation ou à un développement. Et donc notre job en tant que formateur, accompagnateur, c'est de faciliter ces liens, ces reliances, on va dire. Donc cheminer en partant de l'autre, ça c'est un point important pour nous. En partant d'où je suis, moi en tant que formateur, et d'où l'autre est. Et ça c'est aussi quelque part emboîté, c'est-à-dire c'est aussi la question que doit se poser l'apprenti accompagnateur, le stagiaire. C'est-à-dire je dois partir de moi, mais aussi de l'autre. Alors quel genre de moi, à partir d'où de chez moi je dois partir, et à partir d'où de chez l'autre. Et là, on retrouve des notions de neurophysiologie avec la problématique de la catégorisation et des représentations et des interprétations. Donc, qu'est-ce que je fais de tout ça quand je suis en relation avec l'autre? Qu'est-ce que je fais de mes interprétations? Qu'est-ce que je fais de mes allants de soi sur l'autre? D'autant plus quand je suis un expert. Voilà. Enfin, partant avec les autres. Alors ça, c'est la dimension dans l'apprentissage, dans cette formation, c'est la dimension de l'apprentissage avec les autres et grâce aux autres. C'est-à-dire, il y a à la fois la dimension individuelle de la formation, on forme des individus, mais aussi on forme des individus en relation dans un groupe d'apprentissage. Et le challenge, c'est de faire en sorte qu'à la fois l'individu grandisse et apprenne sur lui-même, mais apprenne aussi grâce à l'autre. Et nous savons aussi, donc là, on peut faire appel à des recherches en psychosociaux ou en neuro aussi, sur le fait qu'on apprend qu'en relation. C'est-à-dire que l'apprentissage ne peut se faire sans l'environnement, sans la relation à l'autre. Il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a même pas de vie tout court pour l'être humain. Donc, l'accompagnement est en partie dans la relation. Ça, c'est un slogan que j'aime bien. Ou alors l'autre slogan, la relation fait l'accompagnement. Mais alors, quel genre de relation devons-nous travailler? Petite citation que j'aime bien de Goethe. Donc, qu'est-ce qu'accompagner en formation? C'est être accompagné pour accompagner aussi. C'est une autre dimension aussi dans ce cursus sur 18 mois. C'est que tous les stagiaires, et Martine l'a dit tout à l'heure, tous les stagiaires sont accompagnés individuellement pendant toute la durée de la formation, entre chaque session. Ils ont un tuteur, mais nous, tuteurs accompagnateurs, c'est-à-dire qu'il va avoir un rôle donc, institutionnel de tuteur, mais en même temps qui peut changer de posture et parfois être accompagnateur, parfois être conseil. Donc on revient partir d'où je suis, donc être accompagné pour accompagner, c'est faire un chemin aussi vers mieux se connaître pour mieux accompagner. Je ne vais pas m'étendre sur cette partie-là, j'espère que c'est suffisamment compréhensible comme ça. Partir de l'autre et partir avec les autres. Derrière ça, donc faciliter l'émergence individuelle dans un collectif, je viens d'en parler, et apprendre avec et grâce aux autres. Donc je vais avancer, voilà. Et alors un des outils pédagogiques forts auxquels je tiens, qui prend du temps parfois, mais un temps qui nous fait gagner du temps, c'est ce que je nomme l'état présent pour faciliter l'émergence. Et faire émerger quoi? Alors l'état présent, c'est aussi un temps consacré à chaque début de session, pour le groupe et pour l'individu, pour, on va dire, se synchroniser, actualiser les informations, parce que l'être humain est vivant, et d'une session à l'autre, il se passe des choses. Et même, j'ai envie de vous dire, il doit se passer des choses d'une session à l'autre, notamment sur un plan technique, puisque nous, la consigne et la prescription
entre chaque session, c'est la pratique, c'est l'action. C'est l'apprentissage par l'action. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'apprentissage, et là on insiste très fort, sans action. Action située au niveau professionnel, mais aussi action indépendamment de la situation professionnelle aussi. C'est-à-dire que, on fait de l'accompagnement dès qu'on sort de l'INSEP. Donc faire émerger, c'est tout un apprentissage, toute une palette d'apprentissage, d'émergence et de connaissances, de découverte sur l'état, sur mon état, c'est-à-dire faire un petit point, un point d'étape, c'est quand je suis là assis avec les autres dans ce groupe, qu'est-ce qui se passe pour moi? Là maintenant, j'en suis où? Dans mon état physique, dans mon état émotionnel et dans mon état mental. Pourquoi j'attache de l'importance à cette partie-là? On sait toujours, je peux m'appuyer aussi sur les neurosciences, que le corps, c'est une partie du fonctionnement du cerveau aussi. Et on est en train de découvrir que faire appel aux sensations, aux perceptions, alors sensorielles d'une part, mais aussi kinesthésiques, c'est-à-dire du corps tout entier, facilite le travail neuronal réflexif. Mais aussi peut faire obstacle. Et donc, passer un moment à faire un point d'étape corporel, sensoriel, émotionnel, permet de faire une sorte de purge, d'état des lieux, d'exprimer, de sortir de soi des choses qui ont besoin peut-être d'être déposées pour être disponibles, c'est-à-dire pour être dans l'instant présent. Et donc, pourquoi? Parce que dans l'accompagnement, il y a aussi un élément très fort et très important, c'est l'écoute. Et comment je peux être à l'écoute s'il y a une cacophonie à l'intérieur et beaucoup de bruit et que ça bouge dans tous les sens? Ça, c'est la première problématique que l'accompagnateur rencontre lui-même dans l'accompagnement, mais aussi le stagiaire accompagnateur. Et comment je peux apprendre dans un collectif si je n'entends pas, si je ne suis pas présent et disponible? Donc, créer les conditions à la disponibilité et à l'écoute avant de s'intéresser en soi à l'écoute. Et ensuite, l'autre élément, je vais essayer d'accélérer parce que je sais que j'ai passé la demi-heure, les ressources. Créer aussi les conditions pour apprendre. C'est-à-dire, comment est-ce que j'apprends quand j'apprends bien? Et comment je suis quand je suis en sécurité? Créer les conditions pour l'apprentissage en collectif et créer les conditions de l'apprentissage quand j'apprends quelque chose, peut-être où je me sens un peu éloigné, où j'ai un peu de stress, un peu anxieux, comment je fais avec ça? Parce que là, je suis déjà en train de générer des obstacles à l'apprentissage quand je suis dans le stress. Donc, le rôle du formateur accompagnateur à ce moment-là, c'est aussi accompagner à créer les conditions de l'apprentissage sous différentes formes. Alors, on utilise bien sûr le témoignage et les ressources de tous les stagiaires, donc d'où le témoignage de chacun, donc faciliter le témoignage de certaines expertises dans le domaine de l'accompagnement à un niveau ou à un autre par rapport à une thématique étudiée. On parle bien d'hommes, d'êtres humains, on passe un petit peu de temps aussi sur la connaissance de l'homme et puis l'épistémologie, l'approche sociologique de l'accompagnement. Et puis, culture et connaissances partagées, ça rejoint la notion de témoignage. Nous questionnons les besoins parce que aussi, pour pouvoir travailler ensemble, ce serait intéressant si on est dans le processus émergent de partir d'eux. J'ai bien partir d'eux, donc quels sont vos besoins? Questionner ces besoins, questionner les objectifs et questionner les problématiques. Et aussi un autre élément important, c'est créer les conditions de l'apprentissage, c'est aussi instituer des règles partagées, c'est-à-dire des règles au niveau du collectif, qu'on va pouvoir suivre et qui vont aussi sécuriser l'apprentissage et faciliter l'apprentissage. Donc cette émergence dont je viens de vous parler, permet de déterminer, et c'est elle qui va déterminer et orienter et construire le programme. Donc j'espère que vous avez entendu pourquoi on ne met pas le programme en avant, mais que d'abord on s'intéresse à aller chercher de l'information. Et ensuite,
Ça va déterminer format, contenu, les types de questionnement et les types d'accompagnement, les formes d'intervention pédagogique, alors les types et un ordre, des types et un ordre des témoignages d'experts et des confrontations avec des experts, parce que là c'est vraiment aussi une notion de confrontation, il n'y a pas quelqu'un qui vient avec une action descendante. Et enfin, les différents types d'actions, pratiques, voilà, j'avance. Donc, l'accompagnement jusque dans l'évaluation, donc l'importance aussi du dispositif d'évaluation tout au long de la formation, se fait sous la forme d'auto-évaluation, d'évaluation par ses pairs, d'évaluation par des experts, d'évaluation par les accompagnés aussi, donc dans des dispositions, on va dire, contextuelles diverses et variées. Et je m'arrête 2 secondes sur le feedback génératif. C'est la dernière diapo. Hein. Feedback génératif. Ce que j'appelle feedback génératif, c'est le feedback positif, mais de façon précise, c'est-à-dire à partir d'un comportement, je vais témoigner ce que j'ai aimé, apprécié, retenu de l'action de l'autre, mais de façon très spécifique. Pourquoi je retiens ça? Parce que je pense que c'est ça qui participe aussi à fixer, à développer la confiance en soi chez l'apprenant, la confiance dans l'apprentissage, l'autorisation aussi à l'échec, mais finalement on n'en parle pas, parce que pour l'instant on parle plutôt des réussites dans un premier temps. Et finalement, lorsque dans un collectif travaille sur ces feedbacks génératifs, quand on est 15, quand les stagiaires sont 15, à un moment donné ou à un autre, il y a une accumulation d'informations sur un même point. Ce qui permet au stagiaire de valider sur quoi il peut s'appuyer dans son apprentissage. Feedback suggestif dans le sens où je vais suggérer des points d'amélioration. Et alors c'est plutôt orienté solution, toujours, pour l'instant dans un premier temps. L'approche de l'échec viendra plus tard, dans un deuxième temps dans la formation. Et à la fin du parcours de formation, un témoignage, démonstration de son parcours et de ses apprentissages, où là on fait une pierre 2-3 coups, c'est-à-dire que le stagiaire, en fin de parcours, doit faire la preuve dans une démonstration qu'il est capable de communiquer, d'écouter, et faire la preuve de son parcours singulier, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a appris particulièrement par rapport à qui il est, qu'est-ce qui fait sa singularité aussi en tant qu'accompagnateur, et comment il a agrégé tout ça à partir de lui. Et enfin, pour terminer, un mémoire témoin de l'intégration d'une posture appliquée à une profession, à une mission. Voilà, je vous remercie pour votre attention.